Oui, donc très, très heureuse et puis honorée, chères consoeurs, chers confrères, d'être avec vous aujourd'hui. Alors j'ai répondu avec plaisir à cette invitation de partager ce moment avec vous. Alors pour quelles raisons? Peut-être parce que vous avez une activité qui est quand même très, très pesante et difficile et je tenais à vous en remercier aussi. Alors parler de apesanteur, ça peut peut-être donner un petit peu de légèreté à vos journées et puis voilà, un regard un peu décalé par rapport à une carrière que j'ai eu la chance de vivre et pour laquelle je suis toujours impliquée, même si je ne suis plus une astronaute active aujourd'hui, dans ces activités spatiales qui ouvrent de grandes perspectives. Alors, des grandes perspectives, vous en avez sans doute entendu parler, on entend beaucoup parler ces temps-ci, le mot de New Space, cet espace nouveau par rapport à l'espace traditionnel, parce que à la fois il y a des puissances spatiales qui ne sont plus émergentes, mais qui sont vraiment présentes aujourd'hui, dont la Chine en particulier, à côté de la NASA, l'agence américaine, l'agence spatiale européenne, et puis la Russie, qui a été les grands partenaires jusqu'à présent. Canada et Japon aussi, si on parle de la Station spatiale internationale. Voilà, des nouveaux partenaires étatiques, la Chine, et puis des nouveaux partenaires et acteurs privés. Vous en avez tous entendu parler, Elon Musk ou Jeff Bezos et les constellations et les lanceurs qui sont aujourd'hui en cours. Vous en avez beaucoup entendu parler parce que je suis sûre que parmi certains ici, vous suivez le vol de Thomas Pesquet, notre astronaute à bord de la Station spatiale internationale, qui d'ailleurs la semaine prochaine, le 16, va faire une sortie extravéhiculaire pour changer les panneaux solaires de la Station spatiale internationale. Certains d'entre vous et certaines que je viens de rencontrer avant d'arriver savent qu'il y a un recrutement en cours de l'Agence spatiale européenne pour recruter des astronautes pour la suite des missions. Alors pour ceux qui sont encore intéressés, le site de l'Agence spatiale européenne et on a jusqu'au 18 juin pour s'inscrire. Donc vous avez encore le temps de compléter votre dossier, d'avoir votre certificat de bonne santé par un médecin de médecine aéronautique et remplir les éléments pour candidater à cette sélection qui permettra d'accueillir 4 à 6 nouveaux astronautes à l'Agence spatiale européenne pour la suite des missions. Et puis, ben voilà, la médecine, ça va être important. Et la réanimation, potentiellement aussi, j'espère pas trop souvent, parce qu'on est en train d'aller vers des destinations autres que l'orbite basse, la Station spatiale internationale, qui est à 400 km en orbite. On pense au retour sur la Lune, c'est pour bientôt, 2024-2025, l'installation de bases permanentes, d'infrastructures permanentes sur la Lune, et puis ces voyages martiens qui pour l'instant sont avec des magnifiques rovers, Persévérance ou le rover chinois en ce moment à la surface de la planète Mars. Et puis à l'horizon, je ne sais pas, 2040, 2050, se dire qu'il pourrait y avoir des missions habitées. Et quand je parle de médecine, je parle de nous, astronautes professionnels, et je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe. Mais il n'y aura pas que des astronautes professionnels. Vous avez peut-être vu les nouvelles cette semaine. Jeff Bezos va voler le mois prochain sur son lanceur suborbital, New Shepard. Tom Cruise va rejoindre la Station spatiale internationale à la fin de l'année. Et Klim Shipenko, qui est aussi un réalisateur russe. Il y a un petit peu une course entre qui va faire le premier film en microgravité dans la Station spatiale internationale. Voilà, donc on va avoir 2 acteurs et réalisateurs à bord de la station. Donc effectivement, voilà des profils qui ne sont pas ces profils d'astronautes professionnels que j'ai eu la chance de vivre. Alors voilà, ça c'est un petit peu le départ, toujours plein de souvenirs et de nostalgie pour moi. Et vous vous dites peut-être, mais comment, quand on est médecin, on devient astronaute? Alors c'est vrai que je suis complètement génération Apollo. Je suis née en 57, donc j'avais 12 ans en 1969. Et voilà, j'ai été une enfant complètement fascinée, émerveillée par ce moment magique de juillet 69 du premier pas de l'homme sur la Lune. Alors j'étais déjà une petite fille curieuse, ayant envie d'explorer et marchant pas trop mal à l'école. Mais voilà, ça a nourri mon imaginaire. J'ai lu plein de choses, documentaires, j'ai plongé dans la science-fiction et dans les romans d'aventure. Et voilà, le jour où
en étant rhumatologue à l'hôpital Cochin, parce qu'il n'y avait pas d'école d'astronaute à l'âge de 12 ans, je ne me suis pas dit je vais devenir astronaute, mais voilà, ça m'a habité. Je suis donc devenue médecin, rhumato et spécialiste de traumato-sportive, parce que j'étais une grande sportive, gymnaste de compétition. Et donc à l'hôpital Cochin, où j'exerçais le métier de rhumato, j'ai découvert cette annonce du Centre national d'études spatiales, le CNES, qui est l'agence française de l'espace, qui recrutait des astronautes pour mener à bien des programmes scientifiques à bord des stations spatiales en orbite. Alors l'époque d'avant, c'était essentiellement des profils militaires, pilotes de chasse, pilotes d'essai. Et moi, quand j'ai candidaté en 85, donc vous avez ma photo devant Cochin, eh bien, c'était déjà ouvert à des profils masculins, féminins, et puis ingénieurs, chercheurs, médecins, au-delà de pilotes ou ingénieurs navigants d'essai. On était 1000 se présenter à cette candidature à ce moment-là, et il y a eu 7 heureux retenus. Et je vous ai mis la photo du haut. On a refait une photo 35 ans après pour voir comment on avait changé. Alors sur les 7 là-haut, on n'a pas tous volé, mais il y avait quand même 2 médecins. Il y avait Frédéric Patta, qu'on voit au milieu avec le costume clair. Frédéric, il est président de la CME du CHU de Tours. Hein, il a été sélectionné à l'époque, mais il n'a pas volé. Et puis tout au bout, avec son blouson coloré, c'est un vétérinaire. Donc voilà, on avait quand même déjà une bonne représentation de métiers qui n'étaient pas pilotes. Et Michel Viseau, vétérinaire, c'est aujourd'hui le spécialiste de tous les programmes d'exobiologie, donc de recherche de vie autre que notre forme de vie habituelle. Et j'ai donc candidaté à cette sélection en 85. J'ai eu la chance d'intégrer le corps des astronautes français avec une première mission, celle du haut, qui était en 96 à bord de la station Mir, et puis une seconde mission en 2001 à bord de la station spatiale internationale. Donc j'ai eu la chance de visiter deux stations. Station spatiale internationale à son tout début, et à ce moment-là, j'avais rejoint l'Agence spatiale européenne. L'ensemble des astronautes des différents pays européens en 99 ont tous été regroupés au sein de l'Agence spatiale européenne. Donc j'ai retrouvé des collègues allemands, italiens et d'autres nationalités. Et donc ma deuxième mission était une mission avec l'Agence spatiale européenne. Alors je vous ai mis Agence spatiale européenne, la sélection de 2008. Alors vous connaissez bien Thomas Pesquet. On attend dans le petit coin le vol de Matthias Maurer qui va rejoindre la station spatiale, c'est un Allemand, rejoindre la station à la fin, là au mois d'octobre. Et puis vous voyez Samantha Cristoforetti, de nationalité italienne. Samantha a déjà volé une fois. C'est la seule astronaute active européenne aujourd'hui. Et Samantha revolera l'année prochaine. Elle est planifiée sur un vol. Et elle sera commandante de la station. Donc c'est formidable que les astronautes européens soient, et aussi ses fonctions de commandant en dehors des programmes scientifiques et programmes de maintenance. Alors je vous ai mis pour rappel la sélection qui est en cours avec la date finale de candidature au 18 juin. J'ai mis le mot diversité parce qu'effectivement aujourd'hui on est entre 10 et 15% de femmes dans les sélections d'astronautes, et même au niveau mondial, je crois qu'il y a 64 femmes sur 566 astronautes ayant eu la chance d'aller en orbite. Donc j'ai mis diversité, on a un regard particulier pour effectivement avoir plus de vivier de femmes candidates, ce qui n'est pas encore complètement gagné, mais on continue à y travailler. Et puis un projet pilote intéressant de se dire de recruter quelqu'un, pas obligatoirement pour faire un vol spatial, para-astronaute, c'est-à-dire un astronaute avec un déficit des membres inférieurs ou petite taille ou inégalité de membres inférieurs ou amputation membres inférieurs, de façon à avoir un regard un petit peu décalé, différent, pour faire avancer aussi toutes ces recherches sur les interfaces, la sécurité, l'efficience, l'ergonomie potentielle du vol, et commencer à faire avancer ce sujet de la diversité. Alors je vous ai mis un petit peu comment ça s'était passé sur les phases de sélection de la sélection de 2008. Il y avait à ce moment-là 8400 candidats. Cette année-là, avant le 18 juin, on est déjà à 12 000 candidats. Et la sélection finale, en octobre de l'année prochaine, ça sera 4 à 6 astronautes. Donc vous imaginez que ça va être compliqué dans le processus. Alors d'abord, bien sûr, l'examen sur dossier, l'aide de motivation, le CV, le dossier médical.
Et puis ensuite vont démarrer des tests de psychologie de groupe, parce que bien évidemment, il faut que quelqu'un puisse s'intégrer dans un équipage, avec un travail en expatriation, milieu fermé, milieu hostile, milieu contraint. Donc c'est important de voir comment on peut se comporter dans ce travail d'équipage et d'équipe avec l'interaction au sol. Puis des tests psychocognitifs, d'habileté motrice qui seront plus individuels. Petit à petit, on va donc descendre dans le type de sélection pour finir, avant la phase des interviews qui vont permettre de sélectionner les heureux élus à cette candidature, tout un tas de tests médicaux. Alors là, je pense que vous les imaginez facilement. C'est zéro défaut sur le plan médical, au moins au moment de la sélection. Et en se disant qu'on a une carrière d'astronaute de 15 ans, 10, 15, 20 ans, avec plusieurs vols, et que donc il faut essayer de prévenir aussi ce qui peut apparaître par la suite. Et puis des tests physiologiques un petit peu particuliers liés aux contraintes qu'on va avoir pendant l'entraînement ou pendant le vol. Tests en centrifugeuse, caisson à dépression, tabouret tournant, table basculante, voilà. Mais c'est intéressant de suivre ce parcours et de sentir que voilà, on est à la fois psychologiquement et physiquement apte à aller dépasser un petit peu les limites habituelles de nos potentiels. Alors là, je vous ai mis une diapo pour voir un petit peu ces différents éléments. Je vous ai parlé de la centrifugeuse avec un bras de 18 mètres. On fait des tests jusqu'à 4G, puis 8G. Alors en général, pendant les phases dynamiques de vol, on ne va pas au-delà de 4G, 4G,5 pour le retour, 4G en progressif pour la mise en orbite. Moi, j'ai volé sur le système russe, la fusée Soyouz et la capsule Soyouz, mais on est testé jusqu'à 8G pour apprendre les types de respiration qui permettent de résister à ces facteurs de charge, des éléments de dépression pour les fluides hein, et la gestion des fluides et les modifications de pression hydrostatique pour voir comment on tolère ces différences, le travail pour préparer les sorties extravéhiculaires dans ces gros scaphandres qui nous permettent de sortir dans le vide spatial avec les entraînements en piscine, les entraînements de survie. Vous voyez les Soyouz déposés dans des lieux froids et glacés où il faut apprendre à faire un igloo avec sa tente de parachute et construire éventuellement un igloo avec des blocs de glace qu'on va construire, et chasser les ours éventuellement. J'ai appris à tirer pour chasser les ours. Où on fait tomber cette capsule dans un lac ou dans une mer et on vous apprend à sortir de cette capsule pour une évacuation d'urgence en cas d'amérissage, alors que normalement, quand tout se passe bien côté russe, on atterrit dans les steppes du Kazakhstan. Voilà. Donc, un petit peu tous ces éléments. Je vous montre aussi qu'on doit se familiariser avec des situations d'urgence potentielle. Alors, j'y reviendrai. Ça, c'est des urgences non contrôlables qui ne vont pas concerner directement les réanimateurs. Hein. C'est la dépressurisation, collision avec un vaisseau. On ne parle pas de Gravity et du scénario de Gravity, mais on est à 28 000 km/h et il y a des objets qui circulent. Le problème des débris spatiaux est un problème important dans l'espace. Et donc, éventuellement, par collision, un météorite ou un débris, il pourrait y avoir une dépressurisation. Si elle est explosive ou mal contrôlée, il faut bien évidemment évacuer grâce à les vaisseaux. Hein, les vaisseaux Soyouz ou les vaisseaux Dragon sont toujours accrochés à la station pour évacuer en cas d'urgence. La deuxième grande cause d'évacuation d'urgence, c'est éventuellement un incendie non contrôlé à bord. Pour ça, on fait des entraînements pour les feux à bord, parce que bien évidemment, fumée toxique et non contrôle, on ne va pas ouvrir les fenêtres hein, pour laisser évacuer les éléments toxiques. Donc voilà, si ce n'est pas contrôlé, il faut évacuer. Et il y a quelques potentiellement évacuation d'urgence sur le plan médical. C'est arrivé une fois, je crois, il y a très très longtemps, côté soviétique, avec une infection urinaire mal contrôlée, une fièvre qui commençait à virer à la septicémie. On avait récupéré l'équipage. On s'entraîne donc bien évidemment à tout ce qui va être le programme à bord, programme scientifique, et puis la maintenance, les réparations qui sont nécessaires à bord de la station sur le système de ventilation, les panneaux solaires, l'énergie, enfin tout ce qui fait que cette station fonctionne. On s'entraîne aux situations d'urgence et on s'entraîne aux interactions, bien évidemment,
avec le sol pour que la mission se passe bien. Alors, il y a beaucoup de cours théoriques, je dirais au tableau noir à la craie, ça c'était quand moi j'ai commencé mon entraînement en 92, et puis aujourd'hui des entraînements plus utilisant le digital, bien évidemment. Alors là, ma première mission, la station Mir, c'était 1996, vous voyez, une énorme station. Elle a été désorbitée 3 ans après, 4 ans après. Je suis partie au sommet de la fusée Soyouz, donc du pas de tir qui est à Baïkonour. L'entraînement, c'est Cité des Étoiles près de Moscou. Le pas de tir est à Baïkonour. Vous voyez à côté le petit vaisseau Soyouz. On est injecté en orbite avec 3 étages de propulsion en 8 minutes 45. Et donc injecté en orbite à l'époque à 200 km en orbite. La station, elle, étant à 400 km en orbite. Et on avait à ce moment-là 48 heures de petites manœuvres avec économie d'énergie pour rejoindre la station spatiale. Aujourd'hui, ça peut aller beaucoup plus vite, hein, puisqu'on fait même des amarrages en 2 orbites. Une orbite à 28 000 km/h autour de la Terre à 400 km, c'est 90 minutes. Donc deux orbites, vous voyez, en 3 heures, on peut partir de Baïkonour et entrer dans la station spatiale avec un amarrage du vaisseau. Alors je mets toujours la photo où j'arrive complètement ébahie dans ce volume énorme de la station Mir, qui était vraiment énorme avec 6 modules à ce moment-là. Et puis j'ai mis quelque chose qui importait pour moi. Vous voyez Shannon Lucide avec qui j'ai volé. C'était l'époque où, quand je suis arrivée à la Cité des Étoiles, on était quand même dans du très militaire, encore très soviétique. Je suis arrivée en 92, donc juste à cette époque-là. Et on a vu se démarrer cette coopération avec les États-Unis pour aboutir à la construction de la Station spatiale internationale. Et la Shannon Lucide, astronaute américaine qui était avec moi pendant la mission de 96, était arrivée à bord de Mir avec le shuttle, la navette spatiale. Alors vous imaginez, sur le plan opérationnel et technologique, faire en sorte qu'une station soviétique puisse accueillir l'énorme véhicule qu'était la navette spatiale. Donc c'était déjà le début de cette coopération qui est quelque chose de formidable dans ce milieu spatial. Alors, je vous montre mon deuxième vol, la Station spatiale internationale. Alors, comme moi, je l'ai connu en 2001, c'était le tout début, hein, premier module lancé en 99, le deuxième en 2000, et 2001, on avait rajouté un module qui permettait les sorties extravéhiculaires, très peu de panneaux solaires, et vous voyez la Station spatiale telle qu'elle est aujourd'hui. La fin de la construction, c'était 2011, donc entre 2001 et 2011, avec la navette et avec les missions russes, la construction progressive de la station spatiale. Et aujourd'hui, voilà, une énorme infrastructure de la taille, effectivement, d'un terrain de football en orbite, avec des laboratoires qui permettent d'y avoir une science, une recherche, que je vais évoquer un petit peu, beaucoup plus reproductible, structurée, organisée, telle que vous la pratiquez dans vos activités de recherche ou dans vos activités cliniques. Alors bien évidemment, on parle toujours de l'astronaute, j'ai la chance d'être sur l'estrade avec vous aujourd'hui, mais il faut bien imaginer qu'il y a toute une large communauté qui fait ce travail d'équipe et qui rend ces missions possibles. Alors bien évidemment, la communauté académique qui se pose cette question de l'influence de la gravité sur tel ou tel facteur physiologique, médical, biologique, ou de physique des fluides, ou physique des matériaux, composition d'alliage. Il y a toute une recherche qui s'intéresse à comprendre de façon très fondamentale l'impact de la gravité dans des mécanismes de régulation. Et cette large communauté académique, en France, il y a beaucoup de laboratoires qui sont présents, beaucoup de centres hospitaliers universitaires aujourd'hui qui travaillent avec nous. Par exemple, Thomas va avoir une manip sur le sommeil avec un bandeau, une manip qui s'appelle Dreams et qui se fait avec le centre hospitalier de Toulouse. Et il y a plein de grands centres hospitaliers qui sont impliqués. Alors, en France, l'agence qui gère tout ça s'appelle donc le CNES, Centre national d'études spatiales, et au niveau de l'agence spatiale européenne, qui est une agence intergouvernementale, on a 22 États membres, qui ne sont pas tous des membres de l'Union européenne, puisqu'on a la Norvège, la Suisse, et puis maintenant UK, qui auparavant faisait partie des 2 entités, mais qui est resté avec nous à l'Agence spatiale européenne, et puis bien évidemment des programmes de coopération. Moi, que j'ai eu la chance de vivre, j'ai été sélectionnée en 85, j'étais médecin rhumato, et pour être sûre de répondre à ces critères et d'avoir la chance
de passer du statut de candidat astronaute au statut d'astronaute, j'ai décidé de faire une thèse de sciences, une thèse de neurosciences, et je me suis retrouvée impliquée dans des programmes de coopération avec les États-Unis, le Japon, la Russie. Donc cette coopération internationale, elle est vraiment très, très, très intense. Des instituts spécialisés, je vous cite, peut-être que vous les connaissez à Toulouse, il y a la clinique spatiale, le MEDES, hein. En Allemagne, au DLR, qui est le centre allemand d'astronautique, il y a un grand centre sur environnement et médecine qui s'appelle ENVIAB. EAC, c'est le European Astronaut Center, c'est là où j'ai passé pas mal de temps pour l'entraînement de base avant de partir en Russie, avec des lieux analogues pour tester les procédures médicales, des types d'expériences qu'on veut développer. Alors, il y a des analogues de surface lunaire aujourd'hui, de surface martienne, et puis il y a des analogues type Antarctique, lieux isolés, sous-marins, plongées profondes, grottes en Sardaigne, qui permettent de tester de la physiologie ou de la psychologie. Bien évidemment, tout ça, c'est contrôlé avec des centres. Sur la France, on a le CADMOS, qui est situé au CNES à Toulouse, qui est le grand centre qui fait le suivi de ces manips physiologiques à bord de la station spatiale. Puis des centres en Allemagne, je vous ai mis l'ESOC, et un centre au Japon, bien évidemment. Enfin, chacun des grands pays qui participent à l'aventure de la station spatiale internationale. Et puis j'évoque tous les industriels qui sont là pour transformer les rêves des scientifiques et des chercheurs en des possibilités de réalisation des expériences à bord, avec une ingénierie qui est quand même bien spécifique pour la fiabilité, la miniaturisation et la retransmission des données en temps réel. Faire parcourir un petit peu ce qu'on fait à bord. J'ai mis le grand trust de la station spatiale et puis le module européen de recherche de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Columbus. Europe exploratrice, donc un module Columbus. Il y a un module scientifique japonais, 2 modules américains, un module russe, et puis un bras articulé qu'on voit là un petit peu, qui est l'apport du Canada à la construction de la Station spatiale internationale. Alors cette recherche qu'on mène à bord, là, simplement pour évoquer l'aspect des sciences du vivant, c'est effectivement à partir de ces éléments de compréhension, de recherche très fondamentale sur les systèmes biologiques, avec l'impact de la gravité. On évoquait aussi, avant d'entrer dans la salle, le fait que, par exemple, aujourd'hui, on a des organoïdes avec des cellules neuronales à bord, pour essayer de comprendre comment, effectivement, dans cette troisième dimension, l'absence de gravité, on peut avoir des développements des connexions ou des métabolismes qui ne sont pas les mêmes. Sur l'aspect de transformation microbiologique à bord, c'est un souci pour les vols de longue durée. Donc des choses qui sont tout à fait fondamentales au niveau des systèmes biologiques. Bien sûr, ensuite, pour aller vers la santé humaine, à la fois de l'astronaute pendant sa mission, pour ce suivi, mais aussi pour apprendre. Et bon, je vais l'évoquer rapidement, par exemple, ce problème de quand vous êtes en microgravité, sans aucune contrainte sur vos muscles et votre squelette, bien évidemment, vous allez voir apparaître une atrophie musculaire et une déminéralisation osseuse, puisque les contraintes mécaniques ne sont pas les mêmes sur le système musculo-squelettique, et que donc ces réflexions qu'on a abordées pour le contrôle de la santé de l'astronaute nous sont utiles aussi pour la physiopathologie et une meilleure compréhension de pathologie au sol. Et puis, je vous ai évoqué le fait qu'aujourd'hui, on est en train de penser à aller s'installer sur des surfaces de corps célestes qui ne soient pas notre planète Terre. Je vous ai parlé de la génération Apollo. Je rappelle que la dernière mission Apollo de 72, c'était 72 heures sur la surface. Et aujourd'hui, on évoque des séjours pour apprendre à vivre et travailler et préparer l'exploration lointaine. Donc, il faut parler d'autonomie de l'équipage, de support vie, d'écosystème pour permettre la vie à bord et donc de systèmes régénératifs, de systèmes fermés. Donc, on est sur une dimension complémentaire de cette recherche en microgravité. Très rapidement, quels sont les facteurs très très différents qui vont transformer votre corps. Je vois que le temps passe très vite. J'ai jusqu'à... Je vais me dépêcher. Voilà, on va passer. Oui, les phénomènes physiologiques, c'est ce sujet de la gravité. Donc, effectivement, contrôle postural, redistribution des fluides, puisqu'il n'y a plus de gradient de pression hydrostatique, pathologie visuelle aujourd'hui, on s'y intéresse beaucoup.
pas trop à l'époque, mais maintenant, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des altérations peut-être pas réversibles. Donc, on est très attentif avec les variations de pression du liquide céphalo-rachidien et d'atteinte au niveau du nerf optique. Donc, on regarde ça de très près. Le système immunitaire, vous imaginez qu'il y a de multiples facteurs qui vont intervenir, hein, le confinement, la non-stimulation immunitaire, les radiations bien évidemment, même si à la Station spatiale internationale on est encore protégé par la magnétosphère terrestre, mais ça ne sera pas du tout la même chose quand on va partir vers des missions lunaires et des missions martiennes, puisque là on va se retrouver directement exposé aux radiations solaires et aux radiations cosmiques galactiques. Donc c'est un sujet important, l'atrophie musculaire, la perte osseuse, je l'ai dit. Donc vous avez les radiations. L'aspect distance de la Terre. Alors Station spatiale internationale, en 4 heures, on est revenu s'il y a besoin d'avoir une évacuation d'urgence. Et on est en interaction temps réel avec les systèmes de contrôle au sol, la liaison avec son médecin d'équipage. La Lune, c'est déjà 3 jours, hein, là, 385 000 km. Et puis Mars, ça, une fois que vous êtes parti, vous ne décidez pas de faire demi-tour et de revenir, hein, parce qu'il faut déjà viser la fenêtre où elle est qu'à 40 millions de kilomètres, hein, sinon elle peut être à 200 millions de kilomètres. Ça vous emmène quand même très, très longue distance et longue durée pour y aller. C'est des missions de 18 mois à 24 mois, une fois que vous êtes sur la planète, pour pouvoir revenir dans des conditions safe. Donc tout ce problème de distance, c'est des délais de communication, jusqu'à 20 minutes de délai de communication pour une mission martienne. Donc en cas d'urgence, bien évidemment, une autonomie dans la prise de décision, assistée sans doute par des intelligences d'autre nature, intelligence artificielle et systèmes d'accompagnement à la prise de décision. Mais le problème psychologique d'éloignement, vous regardez par le hublot, la planète Mars, vous la voyez comme vous voyez sur Terre la planète Mars, vous verrez depuis la planète Mars la planète Terre. Donc c'est quand même un petit peu différent que les belles images qu'on peut avoir de la Terre depuis l'orbite basse. L'environnement clos et hostile, bien évidemment, et l'aspect du confinement. On nous a beaucoup posé la question du confinement dans ces derniers mois. C'est vrai que pour nous, c'est un confinement choisi et désiré et espéré, donc c'est un petit peu différent, mais il faut faire quand même avec cette possibilité d'interagir à distance avec famille, amis et équipe. Bon, ça, on va passer rapidement parce que je pense que vous connaissez, on l'a déjà évoqué un petit peu l'ensemble des symptômes. Ça, je l'ai évoqué avec vous, les aspects de connaissances très fondamentales, de physiopathologie. Alors, j'ai mis un nouveau concept. Ce qui intéresse beaucoup les chercheurs aujourd'hui sur cette situation de micro-gravité, c'est de se dire qu'on a là un modèle de vieillissement accéléré, hein, déficit postural, potentiellement troubles du sommeil, des déficits de mémoire au début d'orientation, la perte osseuse, l'atrophie musculaire, élasticité des parois artérielles, peut-être un petit peu modifiée, mais ce vieillissement accéléré est réversible au retour de la mission. Donc ça intéresse beaucoup la communauté médicale d'essayer de réfléchir sur ces sujets. Je vous ai parlé des nouveaux outils qui sont aujourd'hui à notre disposition pour faire vraiment une science de qualité, une science reproductible, les organoïdes, le séquençage d'ADN. Enfin, il y a vraiment des possibilités absolument extraordinaires aujourd'hui, avec sur le plan technologique des éléments qui vous sont utiles au quotidien, qui nous sont utiles à bord, et je pense en particulier à tout ce qui est assistance, robotique avancée, télémédecine, transmission de données, contrôle par exemple d'une sonde d'échographie directement par le sol, et il suffit de se positionner sur la bonne zone et ensuite le contrôle peut être pris par le sol. Puis tout ce qu'on a pu développer comme réflexion sur quelle est la prévention qui va permettre d'être adapté à la mission spatiale, mais aussi de se réadapter au retour, puisqu'on est bien évidemment des terriens qui vont revenir. Alors, voilà, j'ai rajouté ce qui sera la réflexion pour les missions lunaires martiennes. Problème des radiations, je l'ai évoqué. L'autonomie des équipages, oui, aujourd'hui, on n'a pas le plus long vol aujourd'hui dans l'espace. C'est un vol d'un soviétique il y a quand même pas mal d'années, de 436 jours, je crois. Et voilà, des missions de 18 mois, 24 mois, on n'a pas fait encore.
Donc, ces aspects de performance cognitive, d'isolement, de comment ça va se passer, comment on va contrôler, comment on va avoir une nutrition adaptée, tout ça sont des éléments encore en cours de réflexion pour aller à une bonne adaptation et donc à réversibilité quand on revient sur Terre. Alors, les urgences, je vous ai évoqué les urgences non contrôlables pour lesquelles il y a des évacuations d'urgence à prévoir. Ça ne sera pas le cas pour les missions martiennes, vous avez bien compris. La Lune, on pourra revenir en 3 jours, mais les missions martiennes, on ne reviendra pas comme ça. Donc voilà, c'est une autre façon de gérer la situation. Et puis les petits bobos, petites urgences, il y a plein de choses qui peuvent se passer à bord. Alors nous, à notre époque, on avait soit un médecin dans l'équipage, ce qui était le cas pour moi, soit un crew medical, une personne entraînée spécifiquement avec 20 à 60 heures, faire les prises de sang, les petits bobos dentaires, les corps étrangers qui vont flotter, se mettre dans les voies nasales ou oculaires, les injections de prévention d'un mal de l'espace trop sérieux au départ, la prescription avec le sol et l'utilisation d'antibiotiques qui vont bien pour des petites infections qui pourraient survenir ou des petites pathologies dermato, la mise en place d'attelles, parce que bien évidemment on peut se blesser, contrôler son mouvement quand on est en microgravité, il faut apprendre à le faire parce qu'on peut aussi avoir des chocs si on ne contrôle pas bien. Donc ça c'est les petits bobos qui sont fréquents dans la station, mais qu'on arrive à bien gérer. Alors les bobos plus importants, il y a eu une fois une phlébite à bord, mais elle a été traitée sans problème. Une infection résistante, mais qui a réussi à se stabiliser et qui a nécessité quand même un retour avancé de l'équipage. Et il y avait eu un problème de trouble du rythme cardiaque qui a été contrôlé aussi par les médicaments. Alors, le problème potentiel sur lequel on est très très vigilant, c'est la préparation des sorties extravéhiculaires. Vous l'avez vu, on sort dans le vide spatial. Et pour que la combinaison de sortie extravéhiculaire ne soit pas trop rigide et vous permette quand même de faire votre activité à l'extérieur de la station, on est en pression réduite, 0,3 atmosphère, et donc il faut se préparer pour éviter ce problème des dysbarismes potentiels. Pour l'instant, c'est pas trop arrivé. Alors peut-être des tout petits dysbarismes, mais entre se dire qu'on a mal musculaire parce qu'on a beaucoup forcé pendant la sortie extravéhiculaire, ou que c'est un petit début de bends et de problèmes dysbariques. Pour l'instant, ça n'a pas été répertorié. En tout cas, il n'y a pas de chambre pression hyperbarique à bord, donc c'est dénitrogénation avant la sortie extravéhiculaire, de façon à éviter l'apparition de ces symptômes. Et puis j'ai mis la non-contamination des corps célestes, ça c'est pour la suite, si on veut aller découvrir s'il y a des formes de vie passées sur la planète Mars, c'est pas à nous de contaminer, et donc il faut être très attentif à ça. Alors quelques images pour parcourir la station, ça c'est David Saint-Jacques, un médecin canadien qui faisait de l'échographie. On voit Megan MacArthur là-haut qui fait des cultures cellulaires, Peggy Whitson en bas qui avait fait pousser les premières salades, parce qu'il faut qu'on voit les fleurs et les salades, comment on va commencer à pouvoir avoir des formes d'agriculture sur les supervies du futur. Vous voyez que c'est des labos quand même très très encombrés, peut-être par rapport au labo que vous avez au sol. Des congélateurs à bord à moins 80 pour toutes ces manips justement où on est sur des cultures cellulaires ou des séquençages particuliers. Donc voilà, une activité intense à bord de la station. Il y a même une photo que Thomas avait envoyée récemment où on voyait tout ce qui était allumé alors qu'il faisait nuit, mais que les manips continuent à tourner dans les laboratoires en orbite. Beaucoup de manips sur performance cognitive, réalité virtuelle, comment on se trouve à l'aise dans un environnement à 3 dimensions, comment on va piloter en ergonomie, interface des systèmes robotiques. Donc toutes ces expériences sur orientation, cognition, performance sont très très importantes pour préparer l'autonomie des missions à venir. Donc c'est vraiment
en général une journée de travail intensive, et ça n'est que le soir, en fin de journée, qu'on a éventuellement le temps d'aller regarder par le hublot. Je vous ai parlé du déconditionnement musculo-squelettique. Alors vous avez compris qu'on faisait 2 heures par jour d'entraînement physique pour maintenir cette trophicité. Alors il y a à bord un vélo ergomètre, un tapis roulant et puis un appareil résistif pour la musculation des membres supérieurs. Puis je vous ai mis la balance à bord. Hein. C'est Alex qui est en train de se peser par vibration sur la balance pour suivre. Et Thomas nous a envoyé l'autre jour une photo de son travail sur le vélo ergomètre avec tout le système d'exploration de la fonction respiratoire pour voir comment il supportait tout ça. Donc, je vous ai parlé du travail, je vous ai parlé de cet entraînement physique. Il y a quand même des moments de convivialité et de plaisir à bord. Alors ça, c'était quand Thomas est arrivé à bord, ils étaient 11 membres d'équipage là-haut. Donc, c'était quand même très chargé. Il y en a 4 qui sont redescendus. Et puis là, il y en a qui vont arriver bientôt. Vous voyez la chambre à coucher de Thomas. Vous voyez la cupola, cette superbe fenêtre sur... la vision côté terre, où on peut, il y a un clavier à bord, il y a un saxophone, il y a des possibilités de trouver du temps personnel pour équilibrer un petit peu son rythme de travail. Puis les petits gestes de la vie à bord, se couper les cheveux, se laver les dents, etc. Donc jouer de la musique, je vous ai mis le clavier, l'équipage. Voilà, il y avait des ballons partout parce que c'était l'anniversaire de Victor Glover. Ils avaient fait la fête. Voilà. La sortie extravéhiculaire, je vous ai dit à quel point c'était un moment intense de la préparation. Alors, vous l'imaginez, on travaille tout ça en bassin d'immersion. Il y en a un en Russie, il y en a un à NASA et il y en a un en Allemagne, où on est avec des scaphandres équilibrés dans l'eau et des plongeurs qui nous accompagnent pour bien maîtriser chacun de ces gestes, à la fois pour l'efficacité et la sécurité du déplacement. Parce que, comme vous le voyez avec les pieds de Thomas, ben voilà, on est un peu satellite artificiel de la Terre à 400 km en orbite. Et là, j'ai mis quelques photos de la suite, parce que je vous ai parlé de moi, génération Apollo, le premier pas de l'homme sur la Lune qui m'a fait rêver. On est dans cette phase où on est en train d'envisager le retour à la Lune 2024-2025, d'abord avec une infrastructure qui sera autour de la Lune, le Gateway. Et donc là, je pense que les astronautes qui vont être recrutés à la sélection de 2021-2022, ça va être des acteurs professionnels de cette station en orbite. Une plus petite infrastructure que la Station spatiale internationale. Et je vous ai mis le petit vaisseau, le vaisseau Orion, dont c'est l'Europe qui fait le module de propulsion, module de service. C'est-à-dire sans l'Agence spatiale européenne, il n'y aurait pas de possibilité d'aller rejoindre depuis la Terre le Gateway en orbite de la Lune. Et puis ensuite descendre à la surface de la Lune depuis ce Gateway pour commencer à y installer des infrastructures permanentes, laboratoires, bases de vie, éventuellement exploitation de ressources in situ, parce qu'on ne va pas tout embarquer avec soi à chaque instant pour rejoindre la station. Donc l'idée d'utiliser les glaces d'eau au niveau des pôles pour extraire de l'oxygène et de l'hydrogène par électrolyse, et d'utiliser aussi la poussière lunaire, la fameuse poussière dans laquelle on voit l'empreinte du pied de Aldrin qui m'a fait rêver quand j'étais jeune. Utiliser cette poussière parce qu'elle est aussi chargée en oxygène et qu'elle peut être un matériau de construction. Et il y a même donc des programmes d'architecture avec, vous le voyez, des cités sur la Lune. Ça, Mars, c'est pour beaucoup plus tard. Alors bien sûr, Matt Damon a réussi à survivre et quand il était seul sur Mars, on n'y est pas encore, hein. Très, très sincèrement, il y a beaucoup de problèmes, je l'ai dit, radiation psychologique, durée de voyage, autonomie, conditions physiologiques et médicales, qui fait que pour l'instant, on est très heureux d'y voir des robots commencer à explorer en profondeur, parce que s'il y a des traces de vie quelque part, ça sera en profondeur et non pas en surface de la planète. Puis je vous ai mis sur le côté le rêve qui va permettre d'ouvrir cette voie-là, qui est de ramener des échantillons. La manip Mars Sample Return, ça aura lieu en 2031, NASA et ESA, c'est-à-dire ramener des petits échantillons. Mais ramener des petits échantillons, c'est des petits échantillons de quelques kilos. Donc on n'en est pas encore à faire poser plusieurs tonnes sur la Lune pour y amener des équipages et faire repartir ces équipages. Donc c'est un petit peu plus loin.
voilà, je vais terminer avec quelques images de ce qu'on voit par le hublot. Effectivement, on ne voit pas toute la Terre à 400 km, hein, mais on voit bien sa rotondité, sa finitude, son isolement dans ce cosmos noir et mystérieux, et sa beauté. Alors, il y a quelques images. Alors ça, c'est Paris. C'est incroyable hein, ce qu'on arrive à voir aujourd'hui avec des téléobjectifs hyper performants. C'est une photo que Thomas nous a envoyée il n'y a pas très longtemps. Les aurores boréales, moi c'est la première chose que j'ai vue quand j'ai regardé par le hublot du Soyouz, quand j'étais mis en orbite. Et puis ce moment du Terminator, où on passe du jour à la nuit, 45 minutes, on voit la Terre de jour, et 45 minutes, on la voit de nuit, quand le soleil est de l'autre côté. Donc c'est, voilà. Et puis après, ces images somptueuses de fleuves, de déserts, on reconnaît les continents à leur couleur, les fleuves qui charrient des pollutions, des zones d'irrigation particulières, voilà, des moments absolument magiques de neige, de lac. Allez sur l'Instagram ou le compte Twitter de Thomas ou d'autres astronautes, c'est vraiment somptueux. Alors j'ai mis ces images à lui parce que je rappelle simplement que moi je suis une astronaute du siècle dernier, donc j'avais un appareil photo analogique hein, avec des pellicules, et que quand je vous montre que j'avais pas de réseaux sociaux, que j'avais pas de Twitter, et que voilà, on communiquait sur nos missions au retour du vol, et que on a bien de la chance aujourd'hui de pouvoir, voilà, en même temps que Thomas va survoler les Bahamas, pouvoir profiter du paysage avec lui. Alors là, il y a Istanbul, Détroit d'Ormuz, Conakry, Dubaï. Hein, on voit tout ça. Il a même envoyé récemment une photo de la muraille de Chine, parce qu'on pose toujours la question aux astronautes, est-ce que vous avez vu la muraille de Chine? Alors il ne l'a pas vu directement, mais en reconstituant avec les images, il a pu faire un tracé guidé par le sol, mais c'est quand même pas assez haut, et l'inclinaison ne permet pas de la voir directement. L'Argentine, le Sahara, enfin des moments magnifiques. Je vous montre aussi quand même ce qu'on voit depuis l'espace, hein, qui ne sont pas des visions aussi belles. Les cyclones, les tornades, les éruptions volcaniques, les feux en Californie ou en Australie, l'assèchement de la mer d'Aral. Bon, bien évidemment, on voit tout ça à bord. Mais c'est quand même une super aventure hein, qui va nous emmener au-delà de l'orbite basse vers la Lune et vers Mars. Et voilà, pourquoi pas. Merci.